Merci beaucoup pour cette présentation déjà et merci de me donner la parole aujourd'hui. Et moi, je suis doctorante en urbanisme et aménagement et j'ai commencé ma thèse il y a à peu près un an et demi qui porte sur cette évolution des cimetières et sur la manière dont aujourd'hui les cimetières intègrent ou pas la prise en compte des enjeux environnementaux. Donc là, cette présentation, c'est un petit peu un pas de côté par rapport à mes recherches, mais l'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui une brève rétrospective historique de l'évolution des cimetières en balayant un peu les principaux jalons historiques qui permettent de comprendre l'histoire récente des cimetières plutôt français et leur évolution sur plusieurs plans. Donc une évolution peut-être de leur statut, de leur localisation, de leur conception, de leur paysage, mais aussi une évolution dans les rapports que nous entretenons avec ces espaces. Donc cette présentation sera séquencée en quatre parties. Une partie où je reviendrai très rapidement sur une période de l'histoire où les morts étaient intégrés dans les tissus habités et où le cimetière jouait le rôle de la place majeure du village. Une partie où après on a remis en cause la place des morts au sein des vivants, donc ça c'est plutôt au cours du 18e. Et puis ce qui a engendré la création d'un nouveau modèle qui en fait dessine les traits du cimetière contemporain tel qu'on le connaît à peu près aujourd'hui. Et puis un dernier focus sur l'évolution de la place du végétal dans le paysage funéraire français, qui est un peu le point qui nous réunit aujourd'hui, enfin le point central de ce webinaire. Si je commence rapidement avec précaution, à savoir que je fais une histoire assez rapide, donc je vais passer assez vite sur certains événements. Donc, premier événement sur lequel je souhaite revenir, c'est l'entrée dans la ville des sépultures à une période, donc au Moyen Âge, où les corps étaient inhumés à proximité des lieux de culte, comme on peut le voir ici sur ce plan des vestiges d'un des villages qui se situe en Caramanie, où on voit que autour, dans un cercle de 30 mètres autour de l'église, on avait l'ensemble des sépultures. En réalité, c'était une pratique qui était assez informelle au début du Moyen Âge et qui, notamment en 971, a été reconnue par le Concile de Toul, qui décrète que dès lors qu'une nouvelle église sera consacrée, alors on bénira l'enclos adjacent qui deviendra le cimetière. Et donc c'est là que se formalisent les inhumations qu'on dit acentos, à savoir celles qui sont réalisées au sein même d'un enclos qui entoure l'église, mais parfois même au sein même du sous-sol de l'église. À cette époque, donc, ce sont des cimetières qui sont gérés par les pouvoirs ecclésiastiques, et donc ce sont des cimetières paroissiaux avec un droit des sépultures qui est fondé et calqué sur les droits canoniques. Et selon sa définition canonique, le cimetière est une terre bénite où reposent du coup les fidèles morts dans l'attente de la résurrection. Avec à cette époque aussi une certaine ségrégation sociale de la mort, puisque ceux qui sont jugés bons fidèles peuvent accéder à la sépulture ecclésiastique et les autres pourront être rejetés aussi de cet espace. Ce qui fait qu'on a ces enclos paroissiaux et puis des sépultures qui sont disséminées parfois dans des jardins ou dans des interstices du tissu habité. Globalement, si je dois résumer à cette époque à quoi ressemble le cimetière et les aménagements funéraires caractéristiques de ce cimetière paroissial, c'est un espace clôturé, plus ou moins fermé. Il n'y a pas forcément de fosses individuelles comme on peut les connaître aujourd'hui, mais c'est plutôt des fosses communes. Une organisation qui n'est pas vraiment là, en fait, pas d'organisation aussi, comment dire, formalisée que ce qu'on peut connaître aujourd'hui avec les plans orthogonaux des cimetières. Il y a aussi des charniers et des ossuaires, puisque on a un renouvellement des sépultures tous les 5 ans dans les fosses communes, et puis des bénitiers en pierre. Et là, vous avez quelques images, en tout cas quelques exemples de cimetières qui conservent des traces de ces aménagements funéraires passés, notamment le cimetière Saint-Hilaire à Marville, où on voit l'ossuaire ici, et puis il y a des tombes aussi qui datent du Haut Moyen Âge. Et puis, pareil, du côté des Côtes d'Armor, avec un cimetière où on voit l'ancien ossuaire, et puis toujours ces tombes qui ont été, alors, qui sont plus, comment dire, c'est pas une image fixe de ce qui se passait avant, puisque là, vous voyez que les tombes sont bien organisées et rangées, et c'était pas le cas avant. Pour le coup, ils ont quand même traversé le temps et ils sont restés à côté des cimetières, et on verra par la suite que pour une partie des cimetières, ça n'a pas été le cas. Et donc là, on voit encore des tombeaux qui sont accolés aux églises. Je vous le disais tout à l'heure, à cette époque, le cimetière, c'est aussi le cimetière paroissial, il est synonyme de cimetière vivant, puisque c'est aussi la place majeure des villes, du village, et il joue le rôle notamment de marché, de lieu de proclamation et de sentence. C'est un espace qui peut être destiné au rassemblement civique de la communauté, un espace qui est utilisé comme un lieu de promenade ou de jeu, un lieu de pâturage des animaux ou encore un lieu de stockage des denrées. Et puis, je vous ai mis ici une citation que je trouve assez intéressante d'un mémoire d'un chapelain de la paroisse Saint-Rémy, où on y voit du coup une multiplication des activités profanes à cette époque. Donc, certains jouent aux cartes dans le cimetière, certains jouent aux quilles, au palais ou y étendent leur linge.
Mais ce modèle tel qu'il était pensé au Moyen Âge et jusqu'au tiers du XVIIIe siècle est remis en cause et les cimetières paroissiaux vont être jugés exigus, insalubres et vont connaître une double pression. La pression d'ailleurs d'abord liée à la saturation des cimetières qui est relative à une explosion démographique, mais aussi une pression liée au développement des nouvelles théories médicales de l'époque qui révèlent une nouvelle sensibilité au miasme. Les savants, les médecins craignent ces vapeurs et ces odeurs qui peuvent émerger des cimetières qui sont implantés auprès des églises en plein milieu des villages ou des villes. Et ces inquiétudes, elles se matérialisent notamment des nouveaux systèmes qui sont pensés. Là, je pense à un système d'aération qui est illustré ici sur cette diapositive, qui était mis en place lors des exhumations des corps, des fosses communes, ou un système qui permettait du coup d'éviter l'accumulation des miasmes dans ces espaces. Et encore une fois, ces inquiétudes peuvent se matérialiser aussi à travers cette citation de Madeleine Lasserre qui dit « La mort pue dans les cimetières comme dans les églises et l'enclos paroissial saturé est un lieu peu propice à la méditation, d'autant que les tombes ne sont guère individualisées. » Ces différentes inquiétudes et remises en cause vont aboutir à une série de décrets, d'ordonnances, mais aussi de lois, sous la Troisième République notamment, qui vont modifier les traits des cimetières paroissiaux tels qu'ils étaient imaginés au Moyen Âge. Et sans rentrer dans le détail de tout ce qui a été mis en place à cette époque, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'avait plus le droit d'inhumer au sein même des églises, mais aussi on a demandé le transfert des cimetières qui étaient installés au sein des tissus habités hors des enceintes des villes et des villages. À côté de ça, on a formalisé l'idée d'arrêter les fosses communes. Maintenant, c'est une fosse individuelle qui est préconisée. Et puis, plus tard, il y aura aussi l'installation de ce fameux système de concession perpétuelle, trentenaire, etc. Voilà, donc des limites temporelles pour les concessions. Mais la grande mesure phare de ces décrets, de ces ordonnances royales, c'est ce que Philippe Ariès va appeler le grand exil des morts, à savoir cette translation des cimetières hors des tissus habités, une translation qui est ordonnée par le décret du 12 juin 1904 et qui indique, ou en tout cas préconise au pouvoir de délocaliser les cimetières de minimum 30 à 40 mètres hors des enceintes habitées. C'est une translation qui va être jugée difficile et onéreuse et qui du coup va conduire à une application non uniforme du décret. À savoir que pour certaines communes, finalement, le cimetière paroissial va rester le cimetière que l'on connaît encore aujourd'hui. Cette application non uniforme du décret, elle s'explique aussi par une forme de résistance à ce mouvement qui peut être expliquée à la fois par des émeutes civiles qui vont émerger, mais aussi par une résistance passive soutenue par le clergé, ce qui fait que globalement, ce phénomène de translation des cimetières hors des enceintes habitées est plutôt un phénomène urbain, mais que les villages et les communes rurales vont y échapper. Ces décrets, ordonnances royales et compagnie vont conduire en fait à la création d'un nouveau modèle, une nouvelle organisation des espaces funéraires contemporains. Le modèle type qui à l'époque est prôné, c'est celui du Père-Lachaise. Alors bien sûr, tout le monde dans sa commune n'a pas le cimetière du Père-Lachaise. En revanche, il est quand même le symbole d'un renouveau des cimetières à cette époque, c'est-à-dire au minimum, si le cimetière n'a pas été déplacé, il a été viabilisé, arboré, repensé pour que chaque inhumation soit réalisée à présent dans une fosse séparée. Il a été au fur et à mesure du temps organisé suivant un plan orthogonal. C'est un espace à cette époque qui va être ouvert à la visite, clôturé, mais aussi petit à petit semé de monuments, ce qui n'était pas forcément le cas au Moyen Âge. Et puis qui petit à petit va aussi dessiner un nouveau rapport aux morts avec une évolution des commémorations, des rites funéraires. Là, je pense notamment aussi à la montée en puissance de la crémation. Dans cette brève rétrospective, je ne pouvais pas oublier de mentionner des autres typologies en fait de cimetières qui se dessinent au fil du temps. Et là, je pense notamment aux cimetières militaires. Pour le coup, j'en ai pas parlé de manière approfondie, mais bien sûr qu'il existe d'autres typologies de cimetières. Enfin, cette histoire du cimetière, elle n'est pas uniforme. Les paysages, les aménagements se différencient énormément. Et aussi le système de gestion, puisque je pense typiquement aux cimetières militaires qui sont gérés plutôt par l'État. J'arrive au quatrième point de cette présentation qui est un peu le cœur de ce webinaire. Aussi, donc la question qui est comment végétaliser les cimetières, je me dis qu'on ne peut pas l'appréhender sans comprendre en fait quelle a été l'évolution de la place du végétal dans le cimetière contemporain. Pour ça, je m'appuie notamment sur des études d'historiens qui ont consisté à regarder des anciennes cartes postales, notamment pour identifier le paysage qui se dessinait dans le cimetière contemporain, dit le cimetière post-Révolution française qui est évidemment, lui, à ce moment-là, géré par les municipalités et qui n'est plus aux mains des pouvoirs ecclésiastiques. Et donc, on y voit bien effectivement un paysage qui se compose d'allées enherbées, d'intertombes enherbées avec des strates arbustives aussi assez développées.
mais qui petit à petit, et notamment en 1960 et avec l'utilisation massive des produits phytosanitaires, va devenir de plus en plus minérale. L'utilisation massive des produits phytosanitaires va en fait conduire à une certaine idée de ce que doit être l'entretien dans cet espace et ce que doit être le propre dans cet espace, et qui touche à des questions assez sensibles en fait, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, le retour à la flore spontanée dans les cimetières peut être une question sensible. En tout cas, l'utilisation massive des produits phytosanitaires, c'est peut-être pas la seule réponse à cette évolution de la place du végétal dans les cimetières. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que les plantations ont eu tendance à se réduire, simplement aussi avec la création de ces fameuses allées carrossables, l'optimisation du foncier petit à petit pour répondre à cet impératif d'être inhumé au sein de fosses séparées, qui sont en fait des aménagements qui conduisent à grignoter petit à petit sur des espaces qui pouvaient être d'ordinaire végétalisés. Donc, comme je disais, aujourd'hui, ce végétal, il laisse peu à peu la place à un paysage minéral. Là, j'ai mis juste quelques exemples de ce qu'on peut voir aussi si on se balade dans certains cimetières français et un extrait d'une étude qui est proposée par Plantes et Cités et publiée en 2017, qui est en fait une étude qui a été alimentée par les réponses des collectivités elles-mêmes, où on voit que 60% des collectivités décrivent un cimetière à l'ambiance paysagère minérale. Pourtant, aujourd'hui, et on le disait en introduction, cet espace est à la croisée de nouveaux enjeux relatifs à la prise en compte de l'environnement. Et puis, il y a aussi cette fameuse réglementation autour des produits phytosanitaires, avec l'intégration dans le périmètre de cette loi Labbé des cimetières en juillet 2022, qui pose une question opérationnelle assez forte pour les élus, les collectivités. Pour quelle gestion opter et quels sont les aménagements paysagers qui peuvent en découler? J'ai remis mais des choses assez génériques autour de cette fameuse crise environnementale, avec les questions relatives à la gestion des eaux, aux îlots de chaleur, mais aussi aux continuités écologiques et au renforcement de la biodiversité. Des enjeux auxquels finalement le cimetière pourrait apporter une réponse partielle qu'il faut considérer. Et puis, derrière ces nouveaux enjeux, je pense aussi aux nouvelles pratiques et rites funéraires plus respectueux de l'environnement qui émergent, des nouvelles demandes qui émergent de la part des familles des défunts. Et du coup, j'ai forcément pris pour exemple le fameux cimetière naturel de Niort, qui est aujourd'hui plus connu en France et qui a été créé en 2014 et qui apporte une réponse à toutes les questions et toutes les interrogations que je viens de poser. Et puis enfin, pour conclure, je pense que c'était aussi intéressant de regarder ce qui se passe ici et ailleurs et qui répond à ces nouveaux enjeux. Et donc, j'ai fait le choix de vous présenter quelques photographies. Donc là, j'ai mis la forêt cinéraire de Nancy qui a été inaugurée en 2023, il me semble. Et puis, notamment les fameuses, dont s'inspire d'ailleurs cet exemple, les fameuses forêts cinéraires qu'on retrouve en Allemagne ou encore les fameux cimetières urbains qu'on retrouve, qui sont végétalisés de manière assez conséquente et poussée, qu'on retrouve dans les grandes capitales européennes. Et là, j'ai pris pour exemple celui de Kierkegaard à Copenhague. Donc voilà, donc c'était assez rapide. Voilà, j'espère que cette présentation était assez exhaustive et qu'elle vous aura donné envie de continuer ce travail autour de la végétalisation des cimetières.